Alors, bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravi de vous retrouver pour une 417e rencontre Vlil. Et ce soir, on a la chance de recevoir Séverine Crescent pour son premier roman Nourrice aux éditions d'Alva. Les éditions d'Alva qu'on connaît particulièrement bien ici. Je vais commencer par une brève introduction pour vous mettre dans l'ambiance de ce roman, puisque ici, la nuit est rousse et la forêt respire d'un mystère ancien. Une chouette invisible ulule, un souffle de vent soulève les feuilles, et quelque part sous la lune, un nouveau-né pousse son premier cri. Avec Nourrice, Séverine Crescent nous entraîne au cœur d'un conte obscur et lumineux à la fois, un monde rural sans âge, où le lait des femmes vaut de l'or et où les mères de lait sont les héroïnes silencieuses de la survie. Page après page, on entend le bruit des pièces qui tombent dans la paume calleuse d'une nourrice, on sent l'odeur douceâtre du lait maternel qui nourrit les ventres affamés. On entrevoit aussi dans un halo de clair de lune des silhouettes qui se penchent sur des berceaux, chantent des berceuses et portent sur leurs épaules le poids d'un système injuste. Nourrice est une fable sensuelle et viscérale où la nature se fait personnage et la sororité étendard. On y suit Sylvaine, une jeune femme de la campagne, pauvre en biens, mais riche d'une force intérieure farouche. Elle allait, console, sauve. En secret, elle défie l'ordre établi par un seul geste d'amour, échanger une vie contre une autre pour donner une chance à un enfant trouvé sous la lune. Séverine Crescent redonne voix à des mères invisibles, ces nourrices d'autrefois dont l'histoire a peu parlé, mais dont la chair a pourtant façonné des générations entières. Son récit, tel un chant ancien transmis de femme en femme, célèbre le pouvoir du féminin, la transmission des gestes ancestraux, donner le sein, bercer, soigner, et la résilience face à la douleur et l'injustice. Alors ce soir, dans la lumière tamisée de nos salons, la forêt de nourrice s'invite parmi nous, où Séverine Crescent, eh bien je vous dis bonsoir et bienvenue, merci d'être avec nous pour parcourir les sentiers littéraires de ce premier roman, qui est à la croisée de l'intime et du politique, du réaliste et du fantastique. Bonsoir à toutes les deux, Marianne Lacoma et Séverine Crescent. Bonsoir Anthony. Bonsoir. Bonsoir. Et Alors merci pour cette belle présentation. avec grand plaisir. Alors, une fois n'est pas coutume, on va débuter pour cette rencontre avec l'éditrice Marianne Lacoma et Juliette Ponce qui nous rejoindra peut-être un petit peu plus tard, co-éditrice des éditions d'Alva qui sont toujours les Dalvettes, on les appelle les Dalvettes, voilà, vous le savez depuis déjà quelques années. J'aimerais savoir comment est parvenu ce premier roman, c'est toujours intéressant de savoir d'où viennent les nouvelles plumes, d'où viennent les nouvelles voix et en l'occurrence celle-ci est extrêmement intéressante. Comment vous est parvenu ce manuscrit avec Marianne et Juliette? Eh bien, par mail, Ça tout arrive encore. simplement. Ah oui, 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 ça arrive, ça arrive chez nous pour beaucoup de premiers romans français qu'on va publier. Donc, le livre de Séverine est arrivé en novembre dernier dans la boîte mail des éditions d'Alva, qui est une boîte mail en fait à laquelle Juliette et moi avons accès. Il se trouve qu'en fait, on a un système, on lit un jour sur deux. Donc, il y a les jours pairs et les jours impairs qui sont attribués à l'une et à l'autre. Et c'est vrai que moi, alors, j'étais en tournée avec une autre de nos autrices, Estelle Rocchitelli, pour Après la brume. J'étais à Poitiers. Et alors, bon, ça arrive quand on est dans le train, souvent. C'est l'occasion de défricher les manuscrits, voilà, de regarder un petit peu ce qui est arrivé. Et donc, coup de bol, j'ai ouvert assez rapidement le manuscrit de Séverine Crescent, puisqu'elle venait juste de l'envoyer. Et j'ai commencé à lire ce texte 1 heure avant de partir à la rencontre d'Estelle en librairie. Et voilà, je me souviens être partie de ma chambre d'hôtel où j'avais déposé mes bagages et avoir envoyé des messages en marchant à Juliette en disant attends, attends, là, va voir tout de suite sur la boîte mail. Mais d'ailleurs, cet échange de WhatsApp, on l'a publié sur le compte Insta des éditions d'Alva, voilà, qui étaient en fait les premiers échanges qu'on avait sur ce livre Nourrice. Séverine, on l'a contactée, je crois, le lendemain pour lui proposer de travailler avec nous. Très bien. Voilà, Alors, donc c'est assez simple. Ça ne se passe pas toujours comme ça, hein. J'avoue que parfois, on lit les manuscrits beaucoup, enfin, on répond en tout cas aux sollicitations bien plus tardivement. Il y a des manuscrits auxquels on n'a jamais le temps de répondre parce que c'est vrai qu'on en reçoit chaque jour
4 ou 5. Donc on les ouvre, les parcourt au moins, mais c'est vrai qu'on n'a pas toujours le temps d'être aussi efficace dans la lecture. Là, c'est vraiment un alignement des planètes. Alors Séverine, justement, j'aimerais savoir comment on envoie finalement son manuscrit à Dalva, puisqu'on sait que la ligne éditoriale est déjà très claire. Il n'y a que des autrices publiées chez Dalva. Est-ce que c'était un critère pour vous? Est-ce que c'était une envie particulière? Est-ce que vous connaissiez la maison aussi auparavant? Qu'est-ce qui s'est passé pour que ça matche aussi facilement entre Dalva et Séverine Crescent? Alors, j'avoue que je n'avais rien lu des éditions d'Alva avant d'envoyer mon manuscrit. J'ai cherché sur Internet des maisons d'édition qui pouvaient me convenir, outre bon, celles que je connaissais. Et le slogan «Les femmes écrivent le monde», ça m'a vraiment beaucoup plu. Donc, je me suis dit, de toute façon, je vais lire des autrices de d'Alva. Le fait qu'elle ne publie que des femmes, ça m'a évidemment beaucoup intéressée. Et donc c'est vrai que j'ai un peu honte hein, parce qu'en général on voit bien sur Internet avant d'envoyer votre manuscrit, lisez bien la ligne éditoriale. Là j'étais très impatiente donc je l'ai fait quand même hein, voilà tout en étant honnête hein, dès le début dès qu'on a fait la première visio j'ai dit je suis désolée je connais pas bien mais voilà de ce que j'ai pu parcourir parce qu'il y a quand même pas mal de choses sur le site. Ça m'intéresse beaucoup et après voilà c'est un contact humain je dirais dès le début que ce soit avec Juliette ou avec Marianne voilà humainement ça s'est très bien passé et puis après avant aussi la publication quand voilà on a retravaillé un peu le texte les propositions qui ont été faites j'étais vraiment alors pas toujours d'accord au premier abord mais au final voilà j'ai trouvé que ça a vraiment enrichi le texte donc je trouve qu'elles font un travail éditorial fabuleux. Et puis là, aujourd'hui, de porter nourrice comme elles le font, c'est extraordinaire, hein. Alors, on reparlera sûrement de ça tout à l'heure sur certaines thématiques, justement, pour voir comment se sont liées aussi vos expériences en tant qu'écrivaine et en tant qu'éditrice. On va commencer tout simplement par la genèse finalement de Nourrice, puisque votre roman donne vie à ces femmes que la littérature a souvent reléguées au second plan, toutes ces nourrices qu'on évoquait finalement à peine dans les romans du 19e siècle. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous intéresser justement à elles, à bâtir toute une histoire autour de ces mères de lait invisibles? Est-ce qu'il y a eu un déclic, une image fondatrice ou une question qui est peut-être obsédante qui est à l'origine de votre écriture? Mhm. Alors, pour être franche, tout au début, j'avais plutôt l'intention d'écrire sur la maternité. C'était ça vraiment qui m'intéressait. Et l'idée, enfin, le personnage de la nourrice n'était pas forcément présent. Et quand j'ai vraiment eu envie de, voilà, de commencer à écrire, j'ai senti que c'était quand même trop proche de moi. Je venais d'être maman depuis peu de temps. J'ai mis du temps à être maman. J'étais maman seulement à l'âge de 40 ans. Donc, ça a toujours été une problématique personnelle importante. Et là, j'ai réfléchi à la façon, à la manière dont je pouvais aborder ce thème, qui soit justement moins personnel, en fait. Et j'ai repensé aux nourrices. Alors, comme vous le disiez, le fait qu'elles soient invisibilisées, vraiment passées sous silence, c'est quelque chose que j'ai toujours trouvé injuste. Et donc, c'est la raison pour laquelle j'ai eu envie de leur donner voix. Et assez concrètement, peut-être le déclic, à mon avis, c'est celui-là. C'est quand j'ai allaité ma fille, quand elle était vraiment nourrisson, je me suis posé cette question-là. Je me suis dit, quand je l'avais au sein, je me suis dit, mais j'ai repensé à ces femmes qui allaitaient des nourrissons qu'elles ne connaissaient pas. Et je me suis demandé, est-ce que moi, je serais capable de le faire? Et à quel prix? Qu'est-ce que ça me ferait? Et donc c'est là où j'ai vraiment eu le déclic, où je me suis dit, ah, je voudrais bien que mon personnage, enfin cette figure maternelle, soit celui d'une nourrice, hein, pour explorer justement la relation qui peut se tisser entre un enfant et une femme, qu'elle soit sa mère de sang ou pas, sa mère biologique ou pas. Et après, je suis tombée un peu, comment dire, je suis tombée dans ce sujet pour moi absolument passionnant. J'ai lu beaucoup de choses, je me suis vraiment intéressée de très près. Et quand j'ai découvert l'ampleur du phénomène, là, l'envie d'écrire dessus était encore bien plus forte parce que j'étais très surprise de n'en avoir jamais entendu parler auparavant. Je trouve ça, oui, encore aujourd'hui, je trouve ça assez surprenant qu'il n'y ait pas, je sais pas, dans les cours d'histoire ou dans la société, tout simplement. Voilà, c'est un phénomène qui s'est arrêté il y a assez peu de temps. Et moi, j'en avais entendu parler, mais vraiment de très très loin. Et puis comment dire, de nourrices bah, qui finalement
représente une figure d'attachement qui est douce, qui est aimante, qui est bienveillante, la nounou qu'on peut voir aujourd'hui hein, sous la forme des assistantes maternelles, et pas la nourrice dans le sens d'allaitement mercenaire, celle qui se fait payer pour vendre son lait et avoir ce rapport très très intime, très charnel hein, avec un petit être qu'elle ne connaît pas de prime abord. Hein. Je me permets d'en parler puisque j'ai lu que dans un portrait de presse, vous aviez raconté donc justement ces grossesses tardives, même si tardive finalement c'est pas forcément un bon mot, mais vous avez subi souvent ces injonctions sur lesquelles on vous demandait alors c'est pour quand? Est-ce que Mm. justement c'est une manière de répondre aussi à ces injonctions pour dire la maternité finalement elle n'appartient à aucun agenda, ni social, ni moral, ni maternel. Comment justement cette expérience de grossesse tardive a-t-elle nourri, au sens presque physique du terme, certaines scènes de votre roman? Oui. Alors c'est vrai que ces injonctions, moi je les ai ressenties assez fortement. C'est pas forcément le cas de toutes les femmes, mais pour moi c'était assez clair hein, avec cette fameuse horloge biologique. Hein, voilà, passé 40 ans ou 38 ans, on dit bon ça va être difficile. Effectivement, en fait, je voulais montrer que la maternité, c'est pas forcément une question de lien de chair. C'est-à-dire que comment dire? ma- enfin, à travers d'autres personnages, ou même celui de Sylvaine, on voit que cette maternité, elle la vit pleinement avec un enfant qui n'est pas le sien. C'est pas un enfant qu'elle a conçu, qu'elle a porté, qu'elle a mis au monde. Et cette idée, elle m'est très chère en fait que même déjà, même si c'est son enfant de sang, il y a toujours une rencontre qui doit s'opérer. Et c'est pas quelque chose d'aussi naturel qu'il y paraît. Il y a forcément une reconnaissance nécessaire entre les deux êtres pour que l'attachement se fasse et que le lien se tisse. Et je pense qu'il peut se produire la même chose quand l'enfant n'est pas le sien. Donc, je pense aux personnes qui choisissent d'être des familles d'accueil, aux personnes qui choisissent d'adopter, aux familles recomposées aussi, où finalement on décide de faire famille ensemble. Donc, moi, c'est ça que j'avais envie d'explorer, c'est les différents types de maternité, qui soient pas les maternités, j'ai envie de dire normées socialement, où forcément la mère, c'est celle qui a enfanté l'enfant et là, dans le système des nourrices, on voit bien d'ailleurs que la mère qui enfante, quelque part, le fait qu'elle puisse pas l'allaiter, elle est aussi coupée de son nourrisson. Donc c'est vrai que j'avais envie en tout cas de, pas forcément de donner des réponses, mais d'inviter à réfléchir sur ce sujet-là, de comment on se positionne, à la fois en tant que mère, si on est mère ou si on souhaite le devenir, et aussi en tant que, enfin, d'un point de vue social. Une chose qui me frappe moi très souvent, c'est que quand voilà un petit enfant est avec une femme, on va dire ah ben t'es avec ta mère, bah pas forcément, ça peut être la personne qui l'accompagne, ça peut être une tante, une voisine, etc. Mais il y a toujours voilà une cette idée voilà obligatoire hein, que c'est la mère qui est présente, que c'est la mère qui prend soin de son enfant et c'est pas toujours le cas. Ce qui est très intéressant aussi, c'est que vous ne datez rien. L'intrigue n'est pas finalement datée. On a des indices parfois, mais en même temps, ça pourrait très bien être une dystopie. J'ai beaucoup pensé à La Servante écarlate aussi en vous lisant. Sauf que là, ça a réellement existé. Pour le coup, votre roman, il s'ancre dans finalement ce pan un petit peu méconnu de l'histoire sociale, de cette industrie de lait maternel, où on découvre alors, de nombreuses familles bourgeoises envoyaient leurs nouveau-nés à la campagne, notamment pour être allaités par des femmes pauvres. Comment vous avez découvert cette réalité aussi historique? Est-ce que vous vous êtes documenté de manière euh, véritablement avec des témoignages de nourrices? Est-ce qu'il en existe finalement? Est-ce que ça n'existe pas? J'aimerais bien savoir comment vous vous êtes documenté en la matière, puisque ça éclaire et ça nourrit beaucoup le récit. Alors j'aurais beaucoup aimé lire des témoignages de nourrices, mais je n'en ai pas trouvé. Ils n'ont pas été consignés. Je suis sûre qu'ils ont existé. Peut-être que j'aurais dû chercher au niveau de la tradition orale, c'est-à-dire retrouver en fait des descendantes de nourrices et entendre en fait ce que leurs aïeuls ont pu leur dire, hein, parce que j'ai eu l'occasion de rencontrer voilà des femmes qui me disaient ma grand-mère, mon arrière-grand-mère ont été nourrices. Il aurait fallu que je cherche de ce côté-là ce que j'ai pas fait.
Moi, j'ai simplement cherché dans les écrits, et là, ce que j'ai trouvé, c'est beaucoup des études d'historiens. Donc, ce sont beaucoup des études, enfin, qui peuvent être statistiques ou avec des noms ou avec des dates. Et tout ce qui manquait, justement, c'était le quotidien de ces femmes et leur ressenti. Et moi, c'est ça qui m'intéressait. J'avais envie de savoir comment elles avaient pu vivre les choses. Et en même temps, c'était vraiment une chance aussi pour moi parce que peut-être que si j'avais lu des témoignages, j'aurais eu trop envie de coller à la réalité. Là, ça m'a vraiment permis de faire une fiction et moi voilà, d'imaginer, de créer leur vie, de créer des personnages. Et puis à côté de ça, on a ce système d'exploitation finalement du corps féminin qui fait froid dans le dos, clairement. On voit bien qu'en arrière-plan du roman, comment les femmes sont réduites à leur fonction nourricière, leur lait se vend, s'achète, leur fertilité est manipulée, leur propre enfant parfois mis de côté. Vous soulignez même des points communs entre la nourrice et la prostituée. Il y a deux faces d'un même système patriarcal finalement où le corps de la femme est monnayé. Comment on les imagine aujourd'hui, ces nourrices? Est-ce qu'elles se sont transformées? Est-ce qu'elles ont évolué? Est-ce que ce sont toujours les mêmes faces d'une même femme? Comment vous, de manière moderne, comment vous envisagez les choses à l'écriture du roman? Est-ce que vous voulez parler des nourrices qui sont aujourd'hui assistantes maternelles, comme on les appelle, ou Par exemple, ou aux mères porteuses aussi, voilà, ou en oui, effet aux nourrices modernes? aux nourrices modernes? Alors heureusement, hein, le corps est moins monnayé, hein, enfin moi, il est moins marchandisé que ça n'a été le cas, très très heureusement. Après, ce qui persiste, enfin, c'est mon opinion, hein, je prétends pas avoir raison, mais mon idée, c'est que le corps de la mère doit toujours être à disposition, que ce soit pour ses propres enfants. Et ça va de soi pour tout le monde. Il y a là aussi, encore une fois, une attente très forte, voire une injonction, hein, ou pour l'allaitement, ou en tout cas pour être présente, voilà, pour réduire son temps de travail, etc. Et en ce qui concerne les femmes qui prennent soin, on attend énormément d'elles aussi, parce que prendre soin, ce n'est pas seulement nourrir. Voilà, les soins d'hygiène élémentaire, c'est aussi de l'amour, de la bienveillance, de l'éducation. En fait, c'est énorme comme travail, ce qu'on leur demande. Et encore une fois, moi, ce qui me surprend, c'est l'attendu qu'il y a par rapport à ça. C'est-à-dire que ça va de soi, que c'est bah, une seconde mère en quelque sorte. Et le fait qu'elle soit payée pour ça, on réfléchit peu, je crois, à l'incidence que ça peut avoir aussi. C'est-à-dire que, enfin moi je pense hein, que de faire des choses de manière spontanée ou de le faire bah, parce qu'on a besoin de gagner de l'argent, forcément ça change des choses, hein. Ça ne veut pas dire qu'elles le font moins bien ou qu'elles le font avec moins de cœur, mais en tout cas c'est une donnée essentielle. S'il n'y avait pas cette histoire d'argent, est-ce qu'elles choisiraient quand même de s'occuper de quatre enfants en même temps, de les accueillir chez elles toute la journée? Pour certaines oui, pour d'autres non. Donc c'est vrai que c'est toujours enfin, cette donnée-là, on a tendance quand même à l'oublier assez rapidement. Et pour les mères porteuses, j'avoue, là aussi, j'ai pas vraiment j'ai écouté quelques témoignages hein, pour le coup, donc notamment de femmes américaines, hein, puisque c'est autorisé aux États-Unis. Euh, J'avoue que je sais pas tellement quoi en penser. Parce que je me dis à la fois c'est un sacrifice de soi, dans le sens où quand on a une grossesse, il y a beaucoup de choses, enfin le corps doit être très très suivi, il y a beaucoup de choses qu'on peut pas faire, et voilà, il faut faire attention à l'alimentation, évidemment ne pas fumer, ne pas boire, etc. Pour le corps, c'est une expérience incroyable. Il faut s'en remettre de ces 9 mois de grossesse, hein, c'est vraiment pas simple. Donc j'ai entendu des témoignages hein, de femmes qui se présentent comme très généreuses, qui font ça voilà pour aider des couples stériles. Je les crois sur parole, mais en même temps j'ai du mal à me représenter les choses. Moi personnellement, voilà, je vais pas dire qu'elles mentent, hein, mais je sais que c'est monnayé. Et alors après, est-ce que on arrive à faire le distinguo entre les deux, hein, de savoir quelles sont les motivations, même en étant sans vouloir mentir, mais est-ce qu'on arrive à avoir cette lucidité? Je crois que c'est pas forcément simple. Et de l'autre côté, vous ne vous contentez pas d'un exposé sociologique, hein, on est bien au-delà, puisque Nourrice prend la forme aussi d'un conte enchanteur, autant que d'un drame réaliste, puisque le village n'est pas nommé, l'époque reste volontairement aussi floue. J'aimerais bien savoir également, alors l'époque elle est presque médiévale par moment, elle est un peu hors du temps, elle est un petit peu comme une sorte de main invisible, c'est surprenant. Et de l'autre côté, on a la nature qui est environnante, qui semble presque imprégnée de magie.
Pourquoi vous avez fait ce choix-là d'un cadre quasiment atemporel, quasi légendaire? Est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il y a derrière? Est-ce que c'est une portée universaliste? Est-ce qu'au contraire, c'est que vous vouliez une fable morale qui allait quasiment dépasser le simple réalisme historique? Qu'est-ce qu'il y a derrière toute cette opacité finalement qu'on peut retrouver dans beaucoup de romans? Mhm. Alors un peu des deux, je dirais. Donc ce qui est sûr, c'est que je voulais pas du tout écrire un roman historique, hein. Voilà, c'est pas un genre qui m'intéresse. Moi-même, je ne suis pas lectrice de romans historiques, donc ça c'était très clair. La forme du conte, en fait, s'est imposée à moi très très rapidement, sans vraiment que je la mette en question, parce qu'elle est venue très très vite. Et j'aime justement dans la forme du conte ce côté atemporel. C'est-à-dire que a priori c'est situé en France, voilà, dans un passé voilà situé entre le Moyen Âge et le 19e ou le 20e pour aller vite. Mais j'aime cette idée de, je trouve que, enfin, comment dire, cette forme permet de montrer que ça s'est produit pendant très longtemps et à différents endroits. Pas simplement en France et pas simplement au 19e siècle, qui est l'apogée en fait de l'industrie nourricière. Donc c'est ça qui me plaisait. Et le conte permet aussi vraiment de raconter une histoire. Moi, j'adore qu'on me raconte des histoires, hein. Quand je lis un livre, j'ai envie de m'évader. À la fois, j'ai envie d'apprendre des choses et en même temps, voilà, j'ai envie de rêver, de sortir de mon quotidien. Voilà, pour moi, c'était vraiment la forme parfaite pour les, oui, qui me permettait en tout cas d'allier à la fois ce côté roman social, parce que c'est vrai que je ne raconte pas, je comble des trous, mais je ne déforme pas la réalité par rapport à ce que j'ai pu lire. À aucun moment, je dis des choses en contradiction. Par contre, là où il y avait des blancs, moi, j'ai inventé des choses voilà, pour combler ces trous-là. Et en même temps, voilà, le côté, oui, se laisser porter par une histoire, par des personnages, avoir une intrigue, en fait, avoir envie de savoir ce qui leur arrive, dans comment dire, une forme un petit peu mythique. Moi, c'est vraiment des choses qui me plaisent beaucoup en tant que lectrice. Donc là aussi, c'est très inconscient. Ça s'est imposé naturellement à moi. L'autre choix fort narratif, c'est de votre roman, c'est aussi l'entrelacement de ces deux voix féminines. D'un côté, on a la narration centrée sur Sylvaine au fil des chapitres, de l'autre, insérée entre ces chapitres, on a les lettres tirées d'un petit carnet retrouvé auprès du bébé abandonné. Toutes ces lettres vont former le journal de, on va pas dire de qui, de quoi, il faut quand même laisser beaucoup de mystère aussi pour ceux qui ne l'ont pas lu. Comment vous avez construit ce duo de voix? Est-ce que c'était, entre guillemets, quelque chose d'évident pour vous? Est-ce que ça a été discuté aussi avec Juliette et Marianne? Est-ce que, il y a eu une tentation de ne faire qu'un seul récit, qu'une seule des deux voix, ou au contraire, les deux voix se sont imposées en contrepoint? Alors, elles se sont vraiment imposées dès le début. Donc, quand j'ai commencé à écrire, j'ai écrit d'abord la première scène, hein, où on entend la voix du narrateur ou de la narratrice, et puis le deuxième chapitre, qui est la voix du carnet. Et dès le début, j'ai vraiment écrit un chapitre narrateur, un chapitre, une voix qui dit je, et voilà, j'ai vraiment mis les choses comme ça jusqu'à 8 chapitres. Après, je me suis rendu compte que ça devenait un peu compliqué, donc m'a fallu un temps de recul en fait pour pouvoir ben, développer ce carnet. Et puis j'ai réfléchi où l'insérer. Voilà, là j'ai changé au niveau de la construction. Pour moi, c'était très important de faire entendre deux voix, à la fois, je dirais, pour le côté ben, plaisir du lecteur. Euh, je peux le dire, je pense, le personnage de Sylvaine ne sait pas lire, elle a ce carnet, mais elle ne peut pas le lire. Le lecteur, lui, lit le carnet. Donc moi, je trouve ça assez jouissif en tant que lecteur d'en savoir plus qu'un personnage. Donc ça, c'est une idée qui me plaisait beaucoup. J'avais très envie de faire entendre une voix directement, en fait, d'une de ces femmes qui puisse dire je, qui parle, voilà, qui a un langage différent de celui du narrateur. Pour moi, c'était important, oui, cette transmission directe. Et puis, sans en dire trop, voilà, dans la trame narrative, ça me servait évidemment par rapport à l'histoire. Mais c'est vrai que ça s'est imposé tout de suite. Après la discussion que j'ai pu avoir avec Juliette et Marianne par rapport à ça, c'est que oui, je l'ai développé en fait, ce carnet. Il était plus concis au départ. Et moi-même, je voyais que c'était une faiblesse, mais je savais pas trop comment m'y prendre. Et puis, grâce à elle, voilà,
elles m'ont proposé de le faire et puis j'ai trouvé les bonnes pistes pour y arriver. Et puis vous êtes aussi l'autrice de celle qui comble les silences, puisque concrètement, vous n'avez en effet pas trouvé de témoignage de nourrice, et donc vous voulez vous combler les vides de l'histoire dans un sens, et dans l'autre, vous donnez votre voix, ou en tout cas j'ai l'impression que vous prêtez votre langue à ces femmes qui sont sans voix, à ces femmes comme si vous aviez une voix à porter pour elles, une voix supplémentaire. Comment vous avez ressenti aussi au niveau de l'écriture? Est-ce que vous vous êtes senti, je vais pas dire orné d'un super pouvoir, mais presque, entre guillemets, voilà, d'arriver à faire parler des nourrices qui ne parlaient pas? Alors, j'ai plutôt eu peur, en fait, eu peur de les trahir. Évidemment, j'écris voilà, de mon point de vue, hein, je suis une femme du 21e siècle, j'écris en 2020 ou 2025, donc j'ai plutôt eu peur de les trahir, puisque j'avais pas de témoignage direct. Voilà, je savais pas ce qu'elles pensaient en réalité. Il y a une telle multitude aussi de nourrices, il a fallu évidemment que je fasse des choix. Donc voilà les choix que j'ai faits. Enfin, il y a une telle multitude de possibles, je pouvais pas tout balayer. Donc voilà, j'ai utilisé seulement quelques personnages et je me suis plutôt sentie comme une responsabilité. Alors déjà au début quand j'écrivais, je me suis dit ça va pas forcément être lu, je vais pas forcément trouver d'éditeur, donc c'est pas si grave. Moi j'écris les choses comme je les pense. Et c'est au moment où ça s'est concrétisé, où là j'ai eu un peu peur. Je me suis dit, mais est-ce que voilà la voix justement que je leur ai donnée, comme vous le dites très justement, est-ce qu'elle est juste? Ce qui me rassure, c'est que c'est quand même bien écrit roman. Donc là encore une fois, je ne prétends pas du tout, je ne suis pas historienne. Voilà, c'est mon imagination. Je pense quand même sincèrement ne pas être loin de la réalité de certaines femmes, mais évidemment, voilà, personne ne peut répondre à cette question. Donc j'ai en fait j'ai plutôt un grand oui j'ai un énorme respect en fait, et une grande admiration pour ces femmes euh, qui euh, qui ont été tellement oui tellement oubliées et je trouve ça tellement injuste. Voilà. Aujourd'hui je suis assez mais il m'a fallu un peu de temps. Maintenant que l'angoisse est passée, aujourd'hui, je suis quand même plutôt, enfin, je suis satisfaite et quand même un peu fière, je dois le dire, que les gens en parlent. Pas forcément qu'ils aiment mon livre ou pas, mais en tout cas, voilà, c'est un sujet qui touche. Je vois bien que ça laisse pas les gens indifférents, notamment, voilà, cette question, enfin, d'allaitement au sein, c'est quelque chose d'extrêmement cru, mais c'est comme ça que ça s'est passé. Donc, il y en a qui peuvent être un peu, je vais pas dire dégoûtés, mais voilà, il y en a que ça dérange, je l'entends complètement. Moi, voilà, je suis très à l'aise par rapport à ça, mais au moins on en parle. Et voilà, et c'est plus, je sais pas si c'était tabou véritablement, mais en tout cas, voilà, ça ouvre un espace de discussion. Et puis, si ça permet à certains, certaines d'aller faire des recherches, de s'intéresser au sujet, de trouver d'autres choses, peut-être d'écrire d'autres romans sur le sujet ou de faire des films, moi, ce serait mon plus grand bonheur. Ouais. Alors, je ne sais pas si on peut parler de la dernière page du livre, notamment sur le fait que la loi française interdit la rémunération pour le don de lait humain. Je ne sais pas si vous en parlez régulièrement ou pas dans les rencontres, ou si on doit Mm. laisser ça aussi aux lecteurs, parce qu'il y a des choses qui sont, à mon avis, pour beaucoup de lectrices et de lecteurs, extrêmement puissantes dans cette dernière page, des choses qui sont réelles et dont on ne soupçonne pas forcément l'existence. Je ne sais pas si on peut en parler ou pas, On Séverine. peut en parler? Si, si, on peut en parler. Si, si, parce que ça, c'est vraiment de l'actualité. Alors Oui. justement, par rapport à ça, donc vous expliquez que le lait maternel peut être vendu aujourd'hui en France, mais uniquement sur prescription médicale à des nourrissons hospitalisés, souvent prématurés. C'est remboursé par la sécurité sociale et c'est 80 euros le litre. Alors j'avoue, je suis un peu tombé des nues et en même temps, je trouve que c'est extrêmement important d'en parler. Clairement, c'est fait en effet sur prescription médicale, donc pour des usages très particuliers. Sinon, c'est totalement interdit. Euh, on n'en parle jamais. J'ai l'impression que c'est un sujet extrêmement tabou, extrêmement opaque, une sorte, je ne sais pas si on peut appeler ça une omerta, mais en tout cas, personne n'en parle. Comment se fait-il que personne n'en parle?
Mais c'est justement ma question aussi. Pourquoi personne n'en parle? C'est pour ça que j'en parle. Moi, ce que je tenais à mettre, c'était le prix du litre. Parce que voilà, le fait que ce soit en euros, on se représente un peu mieux les choses et puis on peut comparer, hein. Alors, ce que je dois quand même préciser, c'est que personne ne gagne d'argent avec ce lait. En fait, c'est 80 euros par litre. Ça permet simplement de rembourser les frais qui sont liés ben, aux analyses de lait. Il faut qu'il soit sain, on va dire, à la conservation, qui n'est pas simple. Parfois, il est lyophilisé, donc ça a également un coût. Donc, ça couvre simplement les coûts et personne ne gagne d'argent avec ça. Après, il y a tout un marché noir aussi aux États-Unis sur la vente de lait maternel qui est également interdite. Mais en fait, voilà, dans le darknet, comme on dit, il y a des femmes qui ne souhaitent pas, ne peuvent pas allaiter, mais qui aimeraient que leur nourrisson ait du lait maternel. Et donc, ça se vend sous le manteau. Et là, c'est évidemment problématique puisque, ben voilà, le lait doit être conservé. Il faut surtout pas qu'il y ait des bactéries, hein. Ils sont extrêmement vulnérables, les nouveau-nés. Donc, il y a l'idée, je trouve, dans le lait qui persiste hein, malgré le lait en poudre, qu'il y a quelque chose de sacré en fait dans cette nourriture-là. Voilà, ça reste quand même la meilleure nourriture pour les enfants. Alors même si voilà, je dis pas que le lait en poudre c'est mauvais pour les nourrissons, pas du tout, ils grandissent très bien également. Mais il y a, je crois, une forme de fascination en tout cas, une fascination. Peu légendaire. Peut-être symbolique, Ouais. oui, c'est ça, légendaire. Alors après, on peut penser, moi je pensais aussi à la louve qui a allaité Rémus et Romulus. Enfin voilà, je crois que ça a toujours habité l'esprit humain, qu'on donne la vie par ce lait, puis on donne sans doute la force, et puis on donne sans doute des qualités aussi. S'il y avait ça dans le choix des nourrices également, il fallait qu'elles soient de bonne constitution, qu'elles aient de bonnes mœurs, mais c'est parce qu'on peut imaginer que ça se transmet en fait par le lait maternel. Alors, pour répondre peut-être un peu plus à votre question, quand vous demandez pourquoi on n'en parle pas, je pense que c'est une pratique qui reste assez marginale, même si dans les rencontres que je fais en librairie, j'ai rencontré plusieurs femmes qui ont, elles, donné leur lait maternel. Donc jusqu'en 1990, enfin il y a une femme qui m'a raconté, j'avoue je suis pas allée chercher, mais qui m'a raconté que jusque dans elle a donné son lait en 89, elle était rémunérée pour cela, et puis elle a donné pour sa son deuxième enfant en 91, et là elle n'était plus payée. Donc les années 90, ça a été la charnière. Quand on pense qu'on est en 2025, on se dit waouh, ça voilà, moi ça aurait pu être moi bébé, je veux dire, hein, qui recevait ce lait-là. Et une autre chose que j'ai pas mentionnée, c'est que il y a aussi des comment je peux dire ça, des femmes donc qui tirent leur lait et en fait il y a des tournées. Enfin c'est quelqu'un qui m'a parlé de ça en Italie où on vient chercher le lait à domicile des femmes qui en ont suffisamment. C'est un drôle, c'est vraiment une drôle. Enfin voilà, c'est une drôle de chose et en même temps la question encore une fois c'est toujours posée puisque avant on faisait ça mais de sein à sein. Ouais. Alors, Anne, c'est à toi. Pardon. Bonsoir. Alors, je voulais vous dire que j'avais beaucoup aimé votre livre, il m'a beaucoup touchée, mais aussi ce que je pense que la question de la maternité, vous dites que c'était votre première idée, mais je pense que vous parlez énormément de maternité et surtout du fait enfin, de qu'est-ce qui se passe quand elle n'est pas choisie. Et finalement, moi, ça m'a beaucoup interpellée. Je me suis dit, mais comment peut-on vivre la maternité de cette façon-là? Et en fait, je me suis juste rappelé que pour un tas de femmes, elle n'était pas maîtrisée. Et ça, enfin, il y a quand même, ce qui m'a le plus ému finalement dans votre livre, c'est aussi l'histoire de tous ces enfants abandonnés, mais vraiment complètement laissés pour compte. Euh, donc la maternité pas maîtrisée, la mortalité infantile évidemment énorme. Et finalement, je trouve que c'est votre livre, enfin, c'est pas seulement un livre sur l'allaitement, c'est avant tout pour moi un livre sur la maternité. Et je trouve que c'est ça qui le rend très émouvant. Surtout que finalement, Sylvaine est pour moi le personnage le plus sain de ce livre et qui vit ses maternités d'une façon extrêmement naturelle. Mais ça appelle beaucoup de questions. Donc merci parce que vraiment, c'est un conte, c'est une histoire, on le lit, il se lit très vite et c'est très agréable, mais franchement, ça pose vraiment beaucoup de questions. Donc voilà. J'ai pas de questions en particulier, mais je ne sais pas si vous vous rendez compte du nombre de questions que vous amenez à se poser. Voilà.
Et je dirais même, je rajouterais même Merci beaucoup, des Anne. Ouais. maternités. Des maternités, oui. Parce que c'est vrai qu'il y a Ouais. beaucoup de manières de l'être dans le livre. Mm. Oui, oui, merci beaucoup parce que voilà, pour moi, enfin, c'est très juste hein, quand je présente le livre. Je dis souvent que l'industrie nourricière, c'est la toile de fond, mais que la problématique, pour moi, c'est plutôt qu'est-ce qu'être mère, comment devient-on mère? Et c'est pas forcément voilà par le fait d'enfanter, c'est pas forcément un choix. Pour moi, c'était très important d'explorer ces différentes figures, enfin, ce lien maternel en fait extrêmement complexe. Et vous le dites très justement, on croit aussi qu'aujourd'hui, en 2025, voilà, avec la contraception, etc., on a ce choix. Alors, beaucoup plus qu'auparavant, heureusement. Mais c'est vrai que la fécondité elle n'est pas maîtrisée. Et puis voilà, quand on voit ce qui se passe ailleurs dans le monde, voilà, avec les lois anti-avortement, etc. Enfin bref, voilà, on est loin, loin, loin d'avoir enfin, une liberté par rapport à ça. Sans parler des injonctions dont je parlais tout à l'heure, ou être une femme accomplie, c'est être une mère quelque part. Enfin, moi, c'est comme ça que je l'ai ressenti. C'est sans doute lié à mon milieu familial, peut-être. Je veux pas dire que c'est la même chose pour tout le monde. Mais j'avais surtout envie, en fait, qu'on ne juge pas ces mères. Alors, tout le monde n'a pas lu le livre sans doute, mais voilà, je pense à une mère, au personnage de Faustine, qui est une mère défaillante, dysfonctionnelle. Voilà, on est toujours, enfin, on est la mère qu'on peut, en fonction, voilà, est-ce que c'est une maternité qu'on a voulu ou pas, est-ce que qu'on a longtemps désiré et le lien d'attachement, etc. Et ça, pour moi, c'était aussi important d'en parler. Tout à l'heure, vous me parliez de mon expérience personnelle par rapport à ma grossesse. Ce que j'ai omis de dire, je l'ai jamais dit d'ailleurs en rencontre comme ça, mais c'est l'occasion, c'est que pour moi, quand ma fille est née, c'était pas simple. Tout le monde dit c'est du bonheur, voilà, évidemment, on attend ça depuis 9 mois, mais j'avoue que voilà, l'attachement ne s'est pas fait comme ça, en fait. Et en parlant avec des amis, je me suis rendu compte que c'était identique pour elle. Donc ça aussi, j'avais envie de toucher du doigt, peut-être pour déculpabiliser, puis pour informer aussi, que ce soit les futures mères ou les futurs pères également, que voilà, ce n'est pas aussi instinctif qu'il y paraît. Donc Sylvaine a cette chance d'avoir ce côté presque animal qui lui permet d'être la mère, voilà, de tous les enfants de la terre, mais c'est pas le cas de toutes les femmes. Très bien, très bien. Et en effet, c'est Ouais. le cas. Et il y a notamment ces boîtes à bébés dont j'ai appris. Alors, je suis allé regarder un peu sur Internet. Il y a très peu d'articles, alors que ça existe en effet dans beaucoup de pays européens, une dizaine, vous dites, l'Allemagne, la Suisse, la Belgique, et notamment la Croatie, ces boîtes à bébés anonymes. Et pour le coup, sur Internet, eh bien, il y a peu d'articles, notamment des grands médias. Très peu de grands médias s'y intéressent. Et je trouve ça assez surprenant parce que c'est quand même un sujet là aussi extrêmement puissant, moralement, humainement et au niveau de la maternité. Là aussi, vous touchez encore un domaine où personne ne va. Ça vous surprend ça aussi? Alors vous avez dit, oui, voilà. Oui, alors oui, oui, ça me surprend beaucoup. En fait, la première fois où j'ai entendu parler des boîtes à bébés, c'est donc j'en parlais à un ami qui est allemand et je lui dis ah, je m'intéresse au thème des nourrices. Il y avait donc le tour d'abandon. Je lui explique en quoi ça consiste. Il me dit ah mais je vois très bien parce que tu me parles des baby clappers. Je dis, ah, baby kappa, c'est quoi ça? Donc, il m'explique. Et pour lui, c'est quelque chose de tout à fait naturel. Enfin, naturel. Il a grandi avec cette idée-là. Donc, je pense que si on en parle peu en France, c'est parce que justement, il y a cette possibilité d'accoucher sous X qui n'existe pas dans les autres pays européens. Donc, ça garantit l'anonymat à la femme. Là aussi, c'est un sujet de discussion, hein, puisque certains pensent que l'enfant devrait être en mesure de retrouver la mère s'il le souhaite. Moi, j'avoue, j'ai pas d'opinion sur la question. Je me dis que si la femme peut transmettre des choses, c'est très bien. Je sais d'ailleurs que quand une femme accouche sous X, on lui demande hein, d'écrire un courrier, elle est accompagnée, etc. Certaines le font, d'autres non. Et là aussi, je veux pas être jugeante parce qu'on connaît pas l'histoire de chacune, on ne connaît pas leur motivation. Mais voilà, je crois que c'est pour ça qu'on n'a jamais entendu parler des boîtes à bébés. Et j'ai eu envie de le mettre à la fin du livre parce que justement, il y avait cette première boîte à bébés en Croatie. Donc moi, j'ai toujours une oreille. Je crois qu'il en avait été question sur France Inter. J'aime bien écouter le journal et je crois que dans le 13-14, c'est comme ça que je l'ai appris. Donc tout de suite, je suis allée voir et effectivement, c'est pour beaucoup d'Européens, c'est naturel et pour nous, ça ne l'est pas.
Mais à Et côté de ça, d'ailleurs, pardon, si oui, je, oui, oui, si d'accord, je peux me allez-y. permettre, en fait, le tour d'abandon, ça a été interdit finalement. Alors, je peux pas citer la date exacte, j'ai pas une bonne mémoire des chiffres, mais parce qu'on pensait que ça pouvait faciliter et inciter en fait les abandons. Et donc, pour obliger en quelque sorte les mères à garder les enfants, on a dit, ah, il vaut mieux arrêter les tours. Mais voilà, les enfants du coup étaient exposés et la plupart du temps, ils mouraient de froid, de faim, parce qu'ils n'avaient pas les premiers soins nécessaires à leur survie. Oui, alors je me permets de rajouter un petit quelque chose sur cette histoire des tours d'abandon en France, puisque quand on a visité le musée des nourrices à Aligny-en-Morvan, bon, il y a un tour d'abandon, une reconstitution de tour d'abandon qui est présentée, et en fait c'est un système qui a été mis en place par les communautés religieuses, parce que sinon les bébés étaient abandonnés sur le parvis des églises et donc mouraient de ne pas avoir les premiers soins. Donc là, ça permettait de mettre en fait l'enfant bah, anonymement dans cette espèce de passe-plat. On tournait le passe-plat, on sonnait la cloche. Et donc, les religieuses qui étaient de l'autre côté savaient tout de suite qu'il fallait aller chercher le nourrisson et il n'y avait pas de bébé restait sur le parvis des églises pendant la nuit. Donc, ça permettait une meilleure prise en charge des enfants abandonnés. Effectivement, ça a été abandonné plus tard, mais ça a été un système qui a très bien fonctionné et euh, qui était dans les grandes villes, là où les communautés religieuses pouvaient prendre en charge les enfants. Voilà, petite parenthèse historique. Et En pour France, aussi vous c'était dire, jusqu'en 1940. Je viens de regarder. voilà, Coucou, bonsoir Salut à tous. Juliette. Je vous ai entendu tout à l'heure, mais je ne pouvais pas parler. Je ne sais pas ce qui se passait. Je me suis reconnectée du coup. Donc, bonsoir. Mais Marianne a tout dit. C'est exactement comme ça que les choses se sont passées. Très bien, très bien. À côté de ça, on a aussi une scène d'ouverture extrêmement marquante, qui est digne d'une sorte de songe éveillé. On a l'impression que la nature et le destin conspirent pour mettre cet enfant sur le chemin de Sylvaine. Est-ce que vous avez voulu d'emblée placer ce récit-là, au-delà de la maternité, mais plutôt sous le signe du mystère, du merveilleux? Est-ce qu'il y a des apparitions comme ça qui vous viennent aussi? On a l'impression que c'est extrêmement onirique, c'est extrêmement particulier comme scène d'entrée. Comment vous êtes en immersion finalement en tant qu'écrivaine? Est-ce qu'il y a des choses qui vous apparaissent aussi? Alors on va pas faire du spiritisme, hein, mais la question étant de savoir comment le merveilleux vous arrive finalement en tant Mhm. qu'autrice sur un sujet aussi Mhm. sérieux. Alors pour moi, j'adore le merveilleux, j'adore et j'en mets beaucoup dans ma vie. Voilà, parce que j'ai une imagination débordante, donc des choses qui paraissent simples à la plupart des gens. Voilà, moi je mets du merveilleux dedans. Pour prendre un dernier exemple en date, je regardais les feuilles qui tombent avec mes enfants et je dis, bah oui, t'entends tout ce qu'elles se disent, les feuilles, on commence à raconter les histoires qu'elles se racontent, bref. Donc voilà, ça m'est très très familier. Pour moi, c'était important d'ouvrir le roman sur une scène comme ceci parce que je voulais quelque part que le lecteur sache à quoi s'en tenir. J'entends tout à fait que certains ne soient pas sensibles à ça, que ça les dérange, et dans ce cas-là, ben, vaut mieux refermer le livre. Mais là, au moins, les choses sont claires d'entrée de jeu. J'avais hésité un moment à commencer quand même par le carnet, mais voilà, là aussi, je trouvais que ça donnait une moins bonne idée. Oui, bah, alors pour moi, le merveilleux, bah, c'est ça qui nous permet de vivre. Enfin, en tout cas, moi, ça m'aide beaucoup à vivre. Parce que je trouve que la réalité dans laquelle on est, elle est souvent tellement... alors des fois, elle est magique, hein, évidemment, mais parfois, elle est tellement lourde, hein, elle est tellement euh, triste ou déprimante que d'imaginer voilà, qu'il y a une autre réalité possible qui coexisterait avec notre réalité. Moi, j'ai du mal à choisir entre les deux, en fait. Pour moi, la fiction existe au même titre que la réalité. Et puis, on peut avoir un pied dans l'un, un pied dans l'autre, et puis parfois, ça se croise. Et je pense que c'est une chance que j'ai de pouvoir naviguer comme ça. Je suis pas la seule à avoir cette chance-là, hein, mais parce que ça aide vraiment, ça aide à vivre, hein. Et puis dans Nourrice, la nature est un personnage à part entière, c'est presque une divinité un peu tutélaire. Il y a la forêt profonde, la clairière baignée de lune, le vent qui se lève au gré des émotions. On sent partout la présence du vivant, finalement. Vous avez même qualifié certains nourrissons de votre roman d'enfants de lune, d'enfants du vent, comme si ces bébés incarnaient les forces naturelles elles-mêmes. Pourquoi vous avez tissé ce lien très étroit entre les nouveau-nés, les éléments et entre la maternité et la nature sauvage?
Mm. C'est justement pour montrer que le vivant peut avoir différentes formes. Le vivant qu'on a tendance, nous, à respecter le plus, c'est le vivant humain. Hein, voilà, on se dit, on va pas traiter un être humain comme une bête. Ah, mais pourtant, les nourrices ont été, voilà, traitées comme du bétail. Hein. Si vous voyez la scène à laquelle je fais référence de la visite médicale. Et puis après, on se dit, bon, on va pas traiter des animaux comme si c'était pas des êtres sensibles, hein. Et pourtant, ben, on voit les abattoirs, etc. Et puis voilà, on va pas traiter la nature comme une chose morte, en fait, qui n'est pas organique. Et pourtant, on voit ce qu'on fait à la planète. Donc pour moi, enfin, c'est une façon de montrer que le vivant existe sous des formes différentes, distinctes, mais que toutes ces formes-là ont la même valeur et enfin, en tout cas, qu'elle mérite le respect. Peut-être pas la même valeur, parce que si je dois choisir entre la vie d'un enfant et la vie d'un arbre, évidemment, je privilégie la vie d'un enfant, mais en tout cas, que le vivant soit reconnu sous toutes ses formes. Et c'est vrai que le principe le fait que les nourrissons incarnent de manière métaphorique des forces de la nature, c'est montrer aussi que la nature, elle est puissante, qu'elle est vivante, qu'elle est créatrice, qu'elle peut être destructrice aussi, mais en tout cas qu'on compose avec elle, qu'on le souhaite ou non. De toute façon, voilà, on fait partie du même écosystème, on n'a pas le choix. Donc il y a un côté un peu écologique, hein, je dois le dire dans le texte. Est-ce qu'on peut dire écoféministe, notamment par rapport Oui. au parallélisme? Oui, on peut le dire, hein, par rapport au parallélisme entre justement le fait dont enfin, la manière dont on traite la nature et de l'autre côté, la manière dont on traite le corps des femmes. Il y a quand même beaucoup de choses, j'imagine, qui se répondent, qui sont extrêmement parallèles. Mm. Absolument, oui, oui. Alors j'ai hésité à commencer ma réponse comme ça, mais effectivement, c'est écoféministe puisque le corps des femmes est exploité, l'a été pendant longtemps et je pense que les femmes, voilà, sont clairement encore victimes d'une forme d'oppression aujourd'hui, elles subissent une domination et c'est exactement la même chose pour la nature. On exploite la nature, on le dit très clairement, on va exploiter une forêt et ça choque personne qu'on dit ça. Et voilà, je pense qu'il faudrait repenser le système dans lequel on vit et les rapports de domination très clairement. Mm. J'aimerais qu'on reparle de Sylvaine, cette héroïne qui figure centrale du roman. On va dire même humble parmi les humbles, qui est une jeune villageoise sans histoire a priori, épouse d'un bûcheron, mère d'un petit garçon, elle vit dans son hameau isolé. Qu'est-ce qui finalement la distingue des autres? Qu'est-ce qu'elle représente pour vous, cette Sylvaine, qui est un peu hors du commun, qui est extrêmement tranquille aussi, elle est extrêmement lucide sur ce qu'elle fait. On sent que c'est véritablement un personnage qui peut-être vous ressemble, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a peut-être beaucoup de vous en elle. Euh, Sylvaine. Sylvaine, pour moi, elle incarne mon idéal, un peu un idéal maternel, dans le sens où il y a trop de choses qui se bousculent dans ma tête. Alors, à la fois, c'est la terre-mère, hein, c'est la terre-mère qui nourrit, donc voilà, pour rejoindre ce côté mythique. Et puis, elle a ce côté animal, très brut, mais dans un sens positif, dans le sens où elle sait rester, enfin, elle est restée très proche de son instinct, très proche du besoin des autres et justement à l'écoute du vivant, comme le dit Margot. Donc voilà, pour moi, c'est un peu une figure idéale. J'aimerais lui ressembler, mais je ne suis pas Sylvaine. Mais je crois que oui, c'est l'image pour moi, oui, elle symbolise la maternité la plus positive et une forme de féminité aussi très, très positive. Parce qu'elle parvient aussi à relier la maternité et tout en étant très jeune. Enfin voilà, elle a du courage, elle est très résiliente, elle est très déterminée. Et puis elle n'est pas obstruée par beaucoup de pensées. En fait, c'est ça qui, voilà, elle est pas, l'argent, ça l'intéresse pas plus que ça non plus. Elle n'est pas vénale. Et alors, voilà, elle est vraiment en lien avec ses émotions, avec ses sentiments. Et elle est assez peu douée de raison, entre guillemets. Enfin, elle en a évidemment, elle a quand même du bon sens, mais c'est ça qui me plaît particulièrement chez elle. Comment justement vous avez géré cet instant d'échange des bébés? Comment vous avez abordé l'écriture de ce tournant
qui est dramatique. Est-ce que vous aviez peur que le lecteur juge trop sévèrement Sylvaine pour cette usurpation? Est-ce que au contraire vous vouliez qu'on la comprenne intimement, qu'on pardonne immédiatement à cette mère de lait qui ne peut se résoudre à abandonner cet enfant? Euh, Comment vous avez abordé les choses? Est-ce que vous vous êtes posé 10 000 questions pour savoir aussi comment on pouvait traiter ce personnage? Alors j'espère qu'on la comprend tout de suite et qu'on lui pardonne absolument. Parce que l'alternative qui s'offre à elle, elle est très claire, hein. C'est où il y a deux enfants morts, où il y a un enfant mort et un enfant vivant. Donc c'est pour ça qu'elle ne se pose pas la question. Elle y a un certain intérêt parce qu'elle s'est déjà beaucoup attachée à à l'enfant de l'une. Mais concrètement, dans les faits, si elle ne substitue pas les deux enfants, voilà, l'enfant de l'une va sans doute mourir, hein. Pose la Après, question, ce que... je pose la question, Oui. Séverine, pardonnez-moi, mais parce que aujourd'hui, il y a un regard extrêmement acerbe sur n'importe quel acte que peut faire une mère. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, la société est extrêmement dure sur n'importe quel acte, ou en tout cas très regardant. Et c'est pour ça que je vous pose la question, parce que ça peut vraiment éclairer quelque chose sur la manière dont vous l'avez conçue, cette Sylvaine. Mhm. Alors moi, comme je vous dis, je me suis pas posé la question du tout. Je me suis laissée emporter par le personnage et c'est elle qui l'a décidé. Voilà, peut-être que c'est ça aussi. Et je serais curieuse de savoir s'il y a des personnes qui sont choquées par son acte. Et j'avoue que j'y avais même pas pensé, en fait, qu'on puisse être choqué par sa main. Que ces gens se manifestent. Non, je plaisante. Eh bien, en attendant que les réponses se fassent, c'est le moment, Séverine, pour nous lire un premier extrait. Mhm. C'est à vous. Alors, euh, alors, j'ai choisi de vous lire un extrait que je lis peu habituellement, mais puisqu'on me donne le choix, je me suis dit que j'allais en profiter. Alors, ça fait partie de la deuxième partie. C'est un moment qui parle plus d'Andoche. C'est le petit Avel vient de naître. Donc Avel, c'est le deuxième enfant de Sylvaine. Et il arrive au village, une tempête a saccagé le village. Lui, il est bûcheron et donc il se rend au village pour voir les dégâts et la tâche qui l'attend. Donc ce c'est Andoche, le mari de Sylvaine. À mesure qu'il approche du village, l'odeur du bois calciné lui emplit les narines. Dès qu'il sort de la forêt, un spectacle ahurissant le clout sur place. Un immense flambeau incandescent, couronné de branches intactes, rougeoie sous un ciel d'aurore ensanglanté. Le grand chêne centenaire, qui trône au centre de la place, brûle de l'intérieur, le tronc dévoré par les flammes. Foudroyé par l'éclair, il a pris feu dans le creux de son être et se consume dans un brasier ardent. La chaleur et la fumée ont tracé un cercle invisible autour de ce bûcher, frontière aux murailles infranchissables. Sur la place est une confusion de corps et de cris, un chaos bruyant et tumultueux. Les uns aspergent les façades et les toits des maisons alentour pour qu'elles ne s'embrassent pas si l'incendie courait jusqu'aux branches. Les habitants ont déjà commencé à sortir leurs biens les plus précieux, si bien que meubles, coffres et besaces s'entassent sur le pavé. Les autres se lamentent en prétendant que les forces malfaisantes sont venues punir le village, coupable de s'enrichir grâce au lait des nourrices et à la traite des nouveau-nés. Ils s'arrachent les cheveux, se frappent la poitrine, tombent à genoux en psalmodiant des litanies occultes, annoncent la levée prochaine du vent qui propagera l'incendie aux habitations voisines. Voilà. Merci, Séverine. Dans Nourrice, il y a toujours cette triangulation constante entre l'enfant, sa mère biologique et sa mère nourricière. Toutes les places de chacun d'entre eux sont souvent mouvantes, instables. Est-ce que ça vous a intéressé de brouiller totalement les pistes et surtout les rôles établis, puisque ça aussi, enfin ce roman, à mon sens, il invite aussi à repenser la définition même de la maternité. On a parlé tout à l'heure des maternités, au-delà de la biologie et du droit. Et on sent surtout à travers votre récit l'amour, la présence, le souci de l'autre qui sont au cœur d'être mère.
Est-ce que c'est une façon aussi pour vous de rendre hommage à toutes ces femmes qui ont aimé des enfants, les enfants des autres notamment, comme les leurs, parfois sans jamais recevoir de gratitude, de remerciements? On pense aux belles-mères, le nouveau belle-mère, aux femmes qui ont adopté. Bref, tous ces enfants, toutes ces femmes-là qui ont élevé les enfants des autres, tout en considérant que c'était les leurs, avec tout l'amour qu'elles leur donnent. Est-ce que c'est aussi un roman au-delà des nourrices, au-delà de la maternité, mais de la maternité au sens encore plus large que cela? Mhm. D'ailleurs, c'est un titre qui m'aurait plu, Les enfants des autres. Mais en même temps, je trouvais que c'était pas tout à fait juste, hein, parce qu'il y a aussi ses propres enfants, donc c'était simplement inversant, pardon. Mais tout à fait. Moi, ce que j'avais envie de célébrer vraiment, c'est ces femmes qui sont capables de donner un amour à un être qui ne leur est d'abord pas familier, avec lequel elles vont faire connaissance et tisser un lien profond. Euh, mais voilà, cette forme oui, de générosité, en fait, un accueil incroyable, euh, enfin, de mon point de vue. Et c'est vrai qu'on en parle très peu. Là, encore une fois, ça va de soi. Les nourrices qui ont élevé des enfants en étaient séparées par la suite. Et puis, alors parfois, il y avait une lettre, une fois par an, etc. Mais voilà, finalement, elles étaient coupées de cet enfant qu'elles avaient choyé aussi longtemps. Donc oui, moi je les trouve vraiment admirables oui, par cette capacité de don, cette capacité d'amour. Et comme vous le dites, c'est quelque chose qu'on retrouve aujourd'hui sous différentes formes. Je pensais voilà, notamment aux familles recomposées, où c'est pas forcément simple, hein, où que chacun trouve sa place, mais cet amour est vraiment possible. Je pense au film L'Attachement, que j'ai trouvé également très beau, hein, où là, c'est pas une vraie famille recomposée, mais c'est simplement une voisine de palier. Et en fait, j'aime cette idée que les adultes de la société puissent trouver un rôle de parent. Alors là, je parle des mères, mais ça peut être très bien des hommes aussi, père ou pas, mais que voilà, ils puissent se créer des liens entre les enfants et les adultes au-delà du cercle de la famille, comme ils s'en créent voilà, dans les crèches, peut-être également dans les écoles. Euh, oui, c'est une idée qui me plaît beaucoup. Et puis à côté de ça, il y a aussi cette sororité, cette solidarité féminine. Et alors là, on est en plein dans la ligne éditoriale aussi de Dalva. Pour le coup, toute cette sororité qui s'éveille face à l'adversité, ces nourrices que vous appelez ces mères de manque, comme on les appelle, qui sont souvent isolées, exploitées, mais loin d'être passives, on les voit toujours se rapprocher, se parler, se transmettre des savoirs et à la fois s'unir. Est-ce que vous teniez justement à ce que ce soit et c'est pour ça qu'elles sont au pluriel d'ailleurs dans le titre, clairement, une sorte de masse qui fait écho finalement à ces luttes féministes également aujourd'hui contemporaines? Oui. Alors pour moi, c'était très important, en tout cas, que le roman se termine sur une note assez lumineuse. Et je crois qu'effectivement, pour changer, si vous parlez de lutte féministe, pour changer le système patriarcal, très clairement, il faut s'unir. On n'a pas seulement besoin des femmes, on a aussi besoin des hommes pour ça. J'ai hésité à faire intervenir les personnages masculins et puis bon, je trouvais que c'était quand même, voilà, pas tout à fait, enfin voilà, que ça ne collait pas. En tout cas, j'ai pas cherché forcément à les exclure, mais pour moi, c'était très important que par leur solidarité et puis par la transmission enfin, la transmission qu'elles peuvent avoir, alors à la fois d'un point de vue horizontal, les nourrices entre elles, et puis aussi d'un point de vue plus vertical, un peu la vieille Margot, ou alors Sylvaine avec l'enfant de l'une, hein, par la transmission des mères à leurs filles. De voir que voilà, quand elles s'unissent toutes les unes avec les autres, c'est possible d'arriver à autre chose. Et en tout cas, il s'en dégage une force inouïe. Et j'aime bien cette idée aussi qu'elle fasse corps, hein. Il a été question tout à l'heure du corps des nourrices qui était exploité, marchandisé, mais voilà, finalement, tout ensemble, elles forment un corps au sens enfin, voilà, d'un ensemble et elles ont une voix également. Alors là, je vais pas trop en parler peut-être non plus, mais voilà, elles ont une nouvelle voix quand elles se mettent ensemble qui est plus forte. Et oui, clairement, ça fait écho aux luttes d'aujourd'hui, hein. Alors justement, ma question d'après était celle des personnages masculins qui sont toujours très en creux, mais leur influence plane, même en creux. Le patriarcat s'exerce. C'est ça qui est intéressant aussi, c'est que vous n'en faites jamais des figures centrales, pourtant leurs actes et leurs désirs
façonnent le destin de ces femmes. Donc clairement, il y a un immense pouvoir. On sent malgré tout leur pouvoir. Ce sont leurs décisions qui font tourner ou qui brisent des destins. Comment vous aviez voulu dépeindre ou même dresser une sorte de réquisitoire contre ce patriarcat rural au XIXe siècle? Comment vous avez voulu les dépeindre? Est-ce que vous dites à l'instant que vous ne vouliez pas forcément en faire un sujet, mais en même temps, leur pouvoir est tellement grand à cette époque-là, notamment, que vous auriez pu aussi en faire des voix particulières, et pourquoi pas même une voix masculine à travers les deux voix féminines, je ne sais pas, mais comment vous Mm. avez travaillé le sujet euh, en les mettant en creux sans jamais les dédouaner. Ça, pour le coup, c'est véritable, mais qu'est-ce qui vous est, comment dire, comment vous avez voulu traiter le sujet masculin, justement, dans ce roman? Mm. Euh, Parce qu'il y a Antoche à côté, alors, Antoche oui, voilà, qui est oui. plutôt présent. Mm. Alors, c'est un fait, hein, simplement que les hommes avaient le pouvoir. Je suis pas sûre que ça ait tant changé que ça aujourd'hui, notamment dans les milieux ruraux, hein, au risque de choquer. Je crois, et en fait, ça me surprend toujours quand on pose la question. Enfin, voilà, une chose qui revient aussi souvent, c'est évidemment, c'est les hommes qui touchaient l'argent des nourrices. Mais voilà, encore aujourd'hui, enfin, c'est le premier compte bancaire, enfin, l'ouverture du premier compte bancaire pour les femmes, c'était possible dans les années 60. Donc, c'est encore extrêmement proche. Pendant tellement longtemps, les hommes ont eu l'argent des femmes qui travaillaient. Voilà, ça c'est une première chose. Euh, alors c'est vrai que j'avais pas envie d'en faire des figures centrales non plus. Où je peux peut-être parler des différents hommes, ce sera peut-être plus facile. C'est vrai qu'Andoche, il a un côté, bah, il est aimant, il est tendre avec sa femme, il est attentionné, mais enfin, il fait partie de ce système patriarcal. Il ne le remet pas en question. Et pour moi, c'est sans doute un peu, enfin, si on veut lui chercher un tort, il est là. C'est-à-dire que à aucun moment il ne cherche à changer les choses, il va pas s'interroger, voilà, il va pas chercher plus loin. C'est un homme le mieux possible, je dirais, mais il manque quand même un peu de lucidité. Maë, enfin, c'est un jeune homme qui va transmettre des choses à Sylvaine, hein, pardon, à Zaïg, il faut peut-être pas que j'en dise trop, mais voilà, parce qu'il va lui permettre d'apprendre à écrire. En tout cas, il va la soutenir dans ce projet-là. Donc lui aussi, il est très aidant, mais jamais il ne va se confronter directement au père. Donc voilà, ils subissent et on voit qu'ils font de leur mieux, mais c'est quand même pas suffisant. Moi, en fait, ce que j'aimerais susciter aussi comme réaction, c'est de se dire, mais mince, pourquoi est-ce qu'il reste aussi passif, en fait? Et finalement, l'espoir que j'ai, c'est la future génération. Donc, ce sont les enfants de Sylvain, c'est Géant, Havel, parce que eux vont, voilà, peut-être agir différemment. Donc, pour moi, c'est un peu un reflet, au risque de choquer, hein, mais c'est quand même un peu un reflet de la société dans laquelle on vit. C'est-à-dire qu'il y a des hommes qui comprennent, qui me disent, mais oui, effectivement, il faut qu'on fasse quelque chose, mais il n'y a pas assez d'engagement. Je regrette qu'il n'y ait pas plus d'engagement, même si on a de plus en plus, mais voilà, ça pourrait être encore davantage. Et voilà, dans la nouvelle génération qui arrive, voilà, eux, on sent qu'il y a quelque chose qui va pouvoir se passer peut-être. Clairement, clairement, sans les hommes, puisque ce sont quand même les principaux, je mets des guillemets, mais coupables, sans eux, ça va être difficile d'avancer, clairement. Voilà. Complètement. Mm. Euh, vous avez aussi eu, est-ce que vous avez eu plaisir à renouer avec cette langue, de parler d'une campagne d'antan? Il y a certains dialogues qui sonnent extrêmement justes, sans être truffés de patois pour autant, mais on y croit. Aussi, comment vous avez travaillé cette musicalité, cette tonalité du langage, de l'époque, sans notamment en donner l'époque finalement. C'est ça qui est très difficile, j'imagine, en tant qu'écrivain, là pour le coup. C'est un travail extrêmement artisanal sur les mots, sur la matière, sur les sons, les rythmes. Est-ce que c'était important pour vous de travailler cette matière-là linguistique? Oui, oui, alors j'avais très envie que ça sonne juste, mais comme je ne voulais pas dire quand ça se passait exactement, c'était plus compliqué. Mais en tout cas, que chaque personnage a quand même une voix bien à lui, voilà, qu'on entende évidemment la bourgeoisie et puis la ruralité, que ça ne
voilà, que ce soit très distinct, que ce soit très clair pour enfin, pour le lecteur. Et pour moi, en tant qu'autrice, c'est très agréable de travailler des passages de cette façon-là. J'ai dû m'y reprendre pour certains personnages à plusieurs reprises, bah voilà, pour qu'ils trouvent enfin leur voie. Et puis une fois que c'était lancé, après, c'était assez facile de dérouler en quelque sorte. Il m'a fallu quelques essais, hein, et puis après, voilà, c'était très clair qu'un tel s'exprimait de telle ou telle façon, et comme vous dites, d'une façon très musicale également, de rendre l'oralité notamment. C'est quelque chose, oui, en tout cas, de très agréable. Aurélie, c'est à toi. Je trouve le son. Oui. Alors, moi, j'ai fait plusieurs choses. J'ai mis dans le chat. Moi, j'ai pas vu le temps, j'ai vu le lieu. J'ai mis dans le chat effectivement l'arrière-grand-mère de ma fille. Elle a été nourrice. Euh, la grand-mère de ma fille n'a toujours pas de compte bancaire. Hein, on est en 2025. Et voilà. Et je voulais juste revenir par rapport aux voix parce que moi, je l'ai écouté, votre roman, en libre. Oui, Et en fait, c'est une expérience absolument extraordinaire parce qu'on entend bien les personnages et c'est vrai que quand on est dans le bouquin, on lit, on suit les mots, mais à notre rythme. Et là, les donneurs de voix, alors je ne sais pas si Dalva son mot à dire sur le choix des donneurs de voix, enfin des actrices du coup, mais c'est absolument fantastique parce que on n'est pas maître du temps et on ne le subit pas en fait, on est obligé de savourer et de prendre le temps de toutes les rencontres. Voilà. C'était tout. C'est dit. Merci. Et moi, j'ai pas écouté le livre en entier, ce serait un peu bizarre, mais j'ai écouté le début. Donc, c'est l'éditrice de Lizzie. Alors, j'ai oublié le nom, tu vas m'aider peut-être, Juliette. C'est Elisabeth, je ne sais plus, qui a fait le choix des comédiennes. Et effectivement, j'ai écouté juste le début, les deux chapitres. Et là, je me suis dit, waouh, elles sont incroyables, ces comédiennes. Je l'entendais différemment dans ma tête, mais je trouve qu'elles le rendent vraiment très, très, très bien. Il y a voilà, juste une chose par rapport à l'épilogue à laquelle j'avais pas pensé, mais on va peut-être pas en parler non plus pour pas déflorer, voilà, pour celles ou ceux qui ne l'ont pas encore lu. Mais voilà, juste pour l'épilogue, je me suis dit, ah, voilà, petit bémol, on va dire. Je suis très curieux de savoir de ce que vous allez produire dans les prochains livres, parce que le premier texte, il est quand même étrangement, on dit souvent que les premiers romans sont souvent très personnels. Là, pour le coup, il l'est peut-être un peu, mais vraiment pas totalement. C'est pas votre histoire non plus dans Nourrice. Qu'est-ce que vous lisez finalement? Quel est votre univers littéraire? Parce que on pense aussi en vous lisant à l'âpreté paysanne d'un Zola, d'un Balzac dans la description des rapports de classe. Et de l'autre côté, j'ai cru comprendre que vous étiez plutôt fan de Carole Martinez, de Sylvie Germain, de Laurent Godet, des auteurs et des autrices qui ont ce mélange entre réalité et fiction finalement. Qu'est-ce que vous lisez? De quoi vous vous imprégnez en matière littéraire? Et ce sera peut-être le moment aussi de nous parler de l'auteur ou du livre méconnu que vous avez sélectionné ensuite. Alors, effectivement, des romans du 19e siècle, j'en ai lu énormément. Je ne en lis plus aujourd'hui, parce que peut-être que j'en ai trop lu, ou qu'il y a tellement de choses dans la littérature contemporaine qui m'intéressent que voilà. Mais j'en ai tellement lu que, voilà, je crois que je suis, comment dire, j'ai pas besoin de faire d'efforts du tout pour écrire 19e siècle. Et au contraire, je me dis, oulala, ça sonne trop 19e ce que t'écris, faut que t'arrêtes, voilà. Je pense que je suis assez perméable à ce que je lis et du coup, j'ai tendance à imiter assez facilement, malgré moi. Du coup, quand j'écris, je lis peu parce que je suis trop perméable et j'aurais tendance à faire la même chose, voilà, sans le vouloir. Alors, ce que je lis, donc vous avez cité les auteurs que je cite souvent, j'adore découvrir des choses. Donc, depuis Nourrice, on me parle d'auteurs que je ne connaissais pas. La Servante écarlate, je l'ai toujours pas lu, donc je vais m'empresser de le faire. Qu'est-ce que j'aime? J'aime quand même souvent, enfin, j'ai remarqué ça quand même plutôt des voix féminines. Peut-être voilà parce qu'il y a une sensibilité qui est plus proche de la mienne. Il n'y a pas que, hein, mais souvent je vais plus facilement vers des autrices. J'aime beaucoup une autrice qui s'appelle Perrine Lequerec. Je ne sais pas si vous connaissez, qui a écrit un livre, enfin que moi j'ai trouvé fabuleux, qui s'appelle Les Trois Maisons.
où elle traite, voilà, enfin, elle traite de beaucoup, beaucoup de thèmes, et notamment du thème de la folie, qui est quelque chose qui, moi, m'intéresse beaucoup, m'interpelle vraiment. J'ai découvert Cécile Coulon parce qu'on m'en a parlé avec Nourrice. Je lis un peu tout ce qui me tombe sous la main quand je n'écris pas, et quand j'écris, je lis peu. Donc voilà, ça peut être très éclectique. Je lis aussi beaucoup d'essais, enfin beaucoup. Je lis des essais. Souvent, j'aime bien avoir et un essai sous la main. Merci. Il est vraiment fabuleux ce livre. Moi, je l'ai dévoré. Il est dur, 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 mais très, très, très beau. Je trouve qu'elle a une créativité, une inventivité incroyable. Ben voilà, c'est vraiment une autrice à découvrir. Et là, voilà, l'autrice dont je voulais vous parler, c'est Virginie Noir. Alors, j'ai emporté mon livre. Je sais pas si vous connaissez. Donc, moi, je l'ai découverte avec La Nuit infinie des mers, qui est édité aux éditions P. Alors, c'était Francis Bourrin, mais je crois que Les c'est péris. devenu les Oui. éditions Pérégrine Ouais. maintenant. Ça. Et elle a publié là un roman pour la rentrée littéraire 2025 que je n'ai pas encore lu. Mais avant cela, donc elle a écrit 3 livres. Le premier, c'était, je montre mal, Le corps d'après. Voilà, que j'ai en édition de poche, La nuit infinie des mers, et son dernier, Les enfants assassinent, j'ai peur de me tromper. Je l'ai pas encore lu, c'est pour ça. Et c'est une autrice qui, alors, pareil, je l'aime beaucoup à la fois bah, pour la manière qu'elle a d'écrire et la liberté qu'elle prend. Elle peut s'arrêter au milieu d'une phrase pour revenir à un leitmotiv. Elle a cette idée de leitmotiv tout le temps. Et j'adore cette inventivité. Moi, je me permets pas autant de choses, mais j'espère que je le ferai un jour. Là, je suis encore assez classique, je trouve, dans ma facture. Donc, j'espère que ça va encore se développer. Et puis, les thèmes qu'elle traite, donc dans le corps d'après, elle parle ben, du corps d'après la grossesse. Donc, on est très, très proche au niveau des thèmes. Et c'est plutôt un récit, le corps d'après. Enfin, je sais pas comment on l'a mis, si c'est récit ou roman. Il n'y a rien qui est indiqué quand je regarde. Bon, moi, j'ai senti ça plutôt comme un récit. On sent que c'est proche de son expérience personnelle. Elle raconte, au moment de la grossesse, toute l'intrusion, le côté intrusif qu'on peut avoir vis-à-vis du corps de la femme. Donc, toutes les visites médicales qu'on doit passer. Elle aussi, elle est très crue. Donc, moi, ça me choque pas du tout. Mais voilà, elle parle des touchés vaginaux qu'on fait. Ah, voilà, et brûle les enfants, c'est ça. Et voilà, les touchés vaginaux qu'on peut faire sans demander la permission, en fait, hein, voilà, pour savoir la dilatation du col, etc. Et avec cette idée en arrière-plan mais c'est que du bonheur d'être une mère, finalement. Et dans La nuit infinie des mères, elle parle plutôt du côté maman solo, enfin du côté. C'est l'histoire, en fait, d'une femme, bah, le père n'est pas là. Et donc, quelle est sa vie avec son enfant? Et comme un leitmotiv, il y a toujours cette phrase, mais où sont les pères? Où sont les pères? Ouais, j'aime beaucoup et ses thématiques et son écriture, donc vraiment, j'avais envie de la faire connaître. Je sais pas si elle est vraiment méconnue, à mon avis, il y en a qui connaissent déjà. Moi, je suis tombée dessus grâce à un podcast. Je sais plus lequel d'ailleurs, mince, j'aurais dû retenir. Euh, je me souviens plus. Mais c'est une super découverte, puisqu'en effet, je pense que elle est plutôt méconnue pour le grand public. C'est fort possible. La deuxième question récurrente qui se pose à chaque auteur et autrice qui viennent ici, c'est celle de se transposer justement dans un personnage de fiction pendant 24 heures et de choisir sa destinée, la changer, la modifier ou pas forcément. Qui avez-vous choisi, Séverine, ce soir? Alors, je ne pense pas être très originale, mais j'ai choisi d'être Scheherazade. Scheherazade Eh parce bien, que vous êtes notre j'adore. première chez Erazade. Ah, voilà, je me suis dit, je vais pas aller vérifier, hein, parce que voilà, j'ai regardé quelques émissions, bref, mais voilà, j'ai choisi d'être Scheherazade parce que, évidemment, j'adore raconter des histoires et que je pense que les histoires peuvent changer le monde. Autrement, je n'aurais pas été professeur de français pendant 20 ans. Je n'aurais pas incité mes élèves à lire autant et je pense que j'aurais pas autant envie d'écrire aujourd'hui. Moi, je crois vraiment au pouvoir des mots, au pouvoir de la parole aussi. Parce que là, ce que j'aime beaucoup dans Scheherazade, c'est le fait qu'elle conte les histoires à voix haute. Alors, ce que je changerais dans sa destinée, si je reprends un petit peu l'histoire, hein, donc le sultan, dont j'ai oublié le nom d'ailleurs,
considère que toutes les femmes sont infidèles, donc il choisit des femmes vierges uniquement, donc il les déflore très clairement, il passe une nuit avec elles, et à la fin de cette nuit d'amour, il leur coupe la tête. Scheherazade est enfin, est la fille quand même du grand vizir. Elle se porte volontaire pour passer une nuit avec le sultan. Et pendant cette nuit, elle lui raconte une première histoire et elle attend, enfin voilà, elle choisit évidemment d'interrompre l'histoire à un moment palpitant, si bien que le sultan, souhaitant connaître la fin de l'histoire, ne l'assassine pas. Et ça dure 1001 nuits, ça, c'est ce qui forme le récit cadre des contes des 1001 nuits. Alors moi, si j'étais chez Erazade, je ne passerais qu'une nuit avec le sultan. Enfin, voilà, changer sa destinée. Je ne voudrais pas rester 1001 nuits. Et à la fin de l'histoire, hein, finalement, il l'épouse, voilà, et elle devient. Donc moi, je choisirais de ne pas passer 1001 nuits, mais je choisirais d'aller voir tous les hommes de pouvoir et oui, alors là, pour le coup, c'est vraiment l'idée du super pouvoir hein, qui me plaît, mais j'aimerais en fait aller voir les hommes de pouvoir, être chez Erazade, choisir une histoire. Je crois que l'histoire, ça s'adresse à l'enfant qu'on a été et qu'on est toujours. C'est ça que je crois qu'on aime quand même dans la lecture, hein, c'est enfin, voilà, qu'on nous raconte, enfin, voilà, comme des enfants, hein, ce côté merveilleux. Et donc, j'aimerais m'adresser à chacun des enfants qui ont été ces hommes de pouvoir et leur montrer voilà, que le vrai pouvoir, il ne réside pas là où ils croient. Je ne sais pas si je dois développer d'un point de vue politique. Ça m'amuse un peu moi-même parce que j'ai conscience de ma naïveté, voilà, et mon optimisme, voilà, un optimisme naïf, manque de lucidité sans doute, mais en tout cas, cette idée-là me plaît, de pouvoir changer le cours du monde et des choses par la parole. Très bien. On n'a pas parlé d'ailleurs de votre parcours, mais j'ai cru comprendre que Rainer Maria Rilke avait une incidence particulière quant à la légitimité d'écrire. J'aimerais bien que vous nous racontiez cette anecdote. Alors voilà, pour ceux ou celles qui connaissent, donc Rainer Maria Rilke, c'est un immense poète allemand. Et alors, je sais pas si on peut appeler ça une œuvre, en tout cas, voilà, il a eu une correspondance avec un jeune poète, donc c'est une correspondance qui est tout à fait réelle, hein, avec un jeune homme qui souhaitait devenir poète et qui demandait des conseils au grand et déjà célèbre Rainer Maria Rilke. J'aime beaucoup cette correspondance parce que il y dévoile hein, j'ai envie de dire toute sa sagesse et puis sa vision du monde. Enfin moi, souvent quand je suis triste, je vais lire, je retourne dans cette correspondance parce que c'est quelqu'un qui me console beaucoup, Rilke. Et dans une de ses lettres, il demande au poète, il dit, mais est-ce que vous pouvez imaginer une vie sans écrire? Est-il nécessaire d'écrire? Pouvez-vous vivre sans écrire? Et demandez-vous ça à l'heure la plus silencieuse de la nuit. Moi, j'étais très jeune quand j'ai lu cette correspondance. Je pense que j'avais 16 ou 17 ans. Et alors, je me suis posé, la bonne élève, un peu cette question au milieu de la nuit. Et j'ai dit, mais oui, en fait, moi, je vais pas mourir demain si je peux plus écrire. Malheureusement, ça m'a empêché d'écrire pendant longtemps parce que je me suis dit que je n'avais pas enfin, ça m'a empêché d'écrire. J'ai continué à écrire, mais vraiment dans mon coin. Parce que je me suis dit voilà que j'avais pas ce feu sacré, que vraiment ceux qui avaient le feu sacré, ils mouraient au sens propre du terme. Parfois, oui, je suis un peu trop premier degré. Et puis voilà, heureusement, devenue adulte, je me suis dit, ben mince, zut, moi aussi j'ai envie d'écrire et pourquoi pas de faire lire. Mais c'est vrai que j'ai pensé très tard à la publication, j'ai pensé que pour Nourrice. Alors j'ai pas écrit énormément de choses avant non plus, c'est que des textes courts, que des nouvelles. Mais voilà, tout ça à la poubelle parce que ça n'a pas d'intérêt en fait, hein. Donc à la fois, je trouve ça très beau ce qu'il demande Rilke et en même temps extrêmement exigeant. Aujourd'hui, je comprends plus voilà ce qu'il voulait dire. C'est est-ce que c'est une nécessité dans le sens est-ce qu'on vit heureux avec ça ou pas? Et moi j'écris, enfin voilà, je ne peux pas m'empêcher d'écrire de toute façon. C'est clairement nécessaire. Mm. Très bien, très bien. Est-ce que d'ailleurs, c'est la première fois que je pose cette question à un auteur, mais si vous aviez la possibilité de vous glisser incognito dans une librairie, un club de lecture, pour écouter justement les lecteurs et les lectrices qui parlent de votre roman sans savoir que vous êtes là, qu'est-ce que vous aimeriez entendre?
Ah, bonne question. Eh ben, j'aimerais entendre que ça suscite des réflexions. C'est pour ça que les interventions tout à l'heure m'ont vraiment fait très très plaisir. Que voilà, et c'est ce qui peut se passer parfois en rencontre, que finalement le public, les personnes parlent entre elles, et moi c'est comme si j'étais plus là ou que j'étais une parmi d'autres, et qu'il y a un débat en fait autour des questions de mais la maternité, moi ça a été ça, pour toi ah mais on devrait ceci cela. C'est ça qui me plairait beaucoup en fait, que ça mène ailleurs. Très bien. Eh bien, c'est le moment de nous lire un second extrait, Séverine. C'est à vous. Euh, alors j'en ai préparé plusieurs, je sais pas, tout à l'heure j'ai pas bien choisi je trouve. Donc, comme c'est l'extrait de clôture, j'ai quand même envie de lire un passage de la fin aussi. Allez, donc c'est Sylvaine qui revient avec l'enfant de Lune. Enfin, c'est Sylvaine, on va dire, qui est appelée pour la deuxième fois. La première fois, c'était pour trouver l'enfant de Lune, et la deuxième fois, voilà, elle est de nouveau appelée par un oiseau. Et elle part avec la petite Gladys qui a à peu près 2 ans et demi. Un croissant de soleil horizontal, énorme, aveuglant, surplombe la forêt. La plaine est nappée d'un brouillard dense, teinté de mauve pâle et de cuivre orangé. On dirait que le ciel d'aurore est descendu sur la terre, que les nuages ont déserté l'azur pour se réfugier au sol à hauteur d'humain. Sylvaine s'engage dans cette nuée épaisse, mer vaporeuse et colorée, en serrant la main de l'enfant de Lune dans la sienne. La brume se retire devant elle, s'efface, se dissout à leur passage. Mère et fille traversent la vallée en silence, et lorsqu'elles atteignent la lisière de la forêt, elles sont accueillies par le jasement du jet. Perché dans un bouleau, l'oiseau cacarde impatiemment. Il s'envole à leur arrivée, les attend quelques arbres plus loin. Il les guide ainsi vers le cœur des bois, les accompagne jusqu'au lieu de leur rencontre originelle, en volant de branche en branche, couvrant de sa voix éraillée l'aubade des moineaux, mésanges et bergeronnettes. La clairière est plongée dans une semi-obscurité. Dans le soleil levant, les arbres, sentinelles vigilantes, projettent leur ombre gigantesque sur le sol herbu. Nous y voilà, annonce Sylvaine. C'est ici que je t'ai découverte. La nourrice raconte à l'enfant son histoire. Gladys ne perd pas une miette du récit des origines. Elle écoute, tous les sens en alerte, attentive aussi bien aux mots qui sont dits qu'aux expressions du visage, aux gestes, à l'intonation de la voix. Je vais m'arrêter là parce qu'ensuite j'en dirai trop sur le roman si certains ne l'ont pas lu. Mais voilà, si j'ai choisi ce passage, c'est pour parler un peu de la nécessité, en tout cas quand c'est possible, de la transmission. Et c'est un vrai cadeau que fait ici Sylvaine, que de lui raconter son histoire. Merci, Séverine. Eh bien, il est temps de conclure par les mots suivants, puisque la lune s'est couchée sur cette rencontre, et déjà l'aube d'autres récits se lève à l'horizon. Nous avons marché à vos côtés, ceux de Sylvaine et de ses sœurs nourrices. Nous avons partagé un peu de ce lait d'humanité que votre roman offre en héritage, un mélange de tendresse et de révolte, de poésie et de réalisme cru. Vous avez, Séverine Crescent, par vos mots, redonné vie à ces femmes qui n'avaient jusqu'alors laissé que des vagues traces dans les registres et les souvenirs. Ce soir, grâce à vous, on entend leur chant silencieux s'élever, celui des mères de lait, des mères de courage, qui ont aimé, bercé, soigné dans l'ombre, et qui, enfin, sortent de l'oubli. On repense à Sylvaine, traversant la forêt nuitamment avec un bébé serré contre elle, guidée par la lueur des étoiles et l'espoir chevillé au corps. On revoit ses nourrices en haillons ralentir le pas pour aider l'une des leurs à rattraper le cortège, dans une alliance tacite, plus forte que toutes les chaînes. On ressent encore la puissance de cette nature omniprésente, complice des femmes où la lune, le vent et les arbres semblent conspirer pour la justice du cœur. Nourrice est un roman habité par l'âme des conteuses d'autrefois et par la vigueur des combats d'aujourd'hui.
Il nous rappelle que la littérature peut être aussi une mémoire vivante, un baume sur les plaies du passé et un ferment de changement pour l'avenir. Vous avez nourri notre imaginaire et notre réflexion avec générosité, comme vos héroïnes nourrissent les corps et les âmes. Puissent vos mers de lait continuer à inspirer les lecteurs, lectrices, à éveiller les consciences sur ce que les femmes ont enduré et accompli en silence. Alors nous espérons que la voix des nourrices, grâce à vous, ne s'éteindra plus, Séverine. Merci à vous. Merci Merci. Séverine. Merci Marianne. Merci Juliette. Et on le remontre, il est ici, nourrice de Séverine Crescent. Merci infiniment, Merci Séverine. beaucoup, Anthony. Avec plaisir. Et d'ailleurs, on n'a pas parlé de la suite, Séverine. Est-ce que vous êtes déjà en projet, en quête littéraire? Est-ce que les mêmes sujets, puisqu'on a vu que tout à l'heure, l'autrice que vous avez choisie écrivait sur la maternité aussi, est-ce que ça va être votre angle féminin, féministe? Est-ce que la maternité va faire partie de vos prochaines œuvres? Est-ce que c'est en projet ou pas? Alors, je ne crois pas si ça compte. Donc, j'ai commencé quelque chose et pour l'instant, là, c'est plus sur enfin, voilà, la maternité est mise de côté. Elle apparaîtra, je pense, mais c'est clairement pas le sujet central, hein. Mais après, ça peut toujours évoluer, hein. Tant que c'est pas, je suis vraiment au tout début de l'écriture, donc il me faut encore du temps. D'ailleurs, pour savoir de quoi ça va parler exactement, c'est Marguerite Duras qui disait ça, on écrit pour savoir ce qu'on a à dire, hein. Donc, j'ai l'idée de base et on va voir où ça me mène, hein. Mais je pense pas que ce soit celle-ci. Très bien. Et on va faire une petite photo de groupe puisque j'ai oublié. En effet, voilà, préparez-vous. 3, 2, 1. Super. Et c'est parfait. Merci à tous. Merci à toutes. Merci Séverine. Au revoir à tous. Merci, Anthony.